Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis à la magnifique librairie de Verdun, qui a la générosité de me laisser faire quelques entrevues. Et aujourd'hui, avec le club de lecture, on va vous faire découvrir une auteure québécoise qui a écrit un livre sur un sujet que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de Madame Marie-Ève Marchand. Bonjour Madame, merci d'être là. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Vivre en dialogue à l'ère du texto ». C'est un livre qui a été publié aux presses de l'Université Laval, qu'on salue parce qu'ils nous ont fourni la copie du livre. Donc c'est un excellent ouvrage que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir parce que c'était un sujet que je ne connaissais pas. Avant d'aller dans le livre, on va prendre le temps de vous présenter Madame Marchand. Alors dites-nous un petit peu qui êtes-vous puis que faites-vous? Ah oui. Écoutez, si on peut parler de profession, oui. J'ai été d'abord criminologue. J'ai oui. travaillé dans les prisons de la Colombie-Britannique, du Québec, un peu et aussi ailleurs dans le monde. Et à un moment donné, j'ai été intéressée par l'éducation des adultes. OK. Et j'ai été intéressée par l'éducation des adultes dans le monde organisationnel, c'est-à-dire comment on apprend aux leaders à voir plus grand et à voir de façon plus distinctive les différents problèmes qu'ils vont. Alors, c'est une question d'être capable de voir finement, de ne pas éliminer des distinctions, mais d'élargir la capacité de prendre en considération certaines conséquences ou certains éléments de la réalité. OK. Évidemment, vous avez développé, entre guillemets, une expertise au niveau du dialogue. Oui. Alors moi, quand j'ai lu ce livre-là, parce qu'on réfère à la philosophie, vous citez des philosophes, des psychiatres, des psychologues, des gens de communication, de France, du Québec. Je me dis, comment est-ce qu'on fait pour classifier ça? Alors je me disais, peut-être qu'on pourrait parler justement, qu'est-ce que c'est le dialogue? Parce que c'est une expertise, apprendre à travailler avec la pensée pour être à l'écoute de l'autre et partager, c'est quelque chose. Alors, je vous laisse me dire un petit peu, qu'est-ce que c'est cette expertise-là? Oui. Ben, on dit que dans ce qu'on connaît de nos jours, ça commençait avec Socrate. Alors, oui. C'est un petit peu arrogant de prendre un sujet qui a été étudié au cours des années, qui a été l'objet d'intérêt de grands philosophes. Mais c'est aussi une expertise. Pour moi, le dialogue, je l'ai découvert grâce à Peter Senge dans la 5e discipline. Okay. Et Peter Senge faisait allusion à ce grand scientifique du 20e siècle, David Bohm, qui avait une méthode où on peut se voir en train d'avoir une présupposition qui agit sur ce qui se passe. Comme quelqu'un parle et puis on réagit, puis on se dit « Ah, c'est parce que je pense comme ça ». Mais très souvent, on est dans l'inconscience de qu'est-ce qui nous fait voir le monde d'une certaine façon. Alors, David Bohm avait été très attristé par le fait que les scientifiques se battaient les uns avec les autres. Ils écrivaient des articles pour détruire le travail de l'autre, pour monter un peu plus haut et tout ça. Mais il disait, si tous les scientifiques travaillaient ensemble, s'écoutaient vraiment, observaient leurs propres présuppositions, on pourrait arriver à des grandes solutions pour le monde. Peter Senge avait dit, mon Dieu, il faut apporter ça dans les organisations. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Ça a vraiment fait un déclic chez vous. Et depuis quelques années, combien d'années? Bon, 10-15 ans que vous vous intéressez à ça? Oh, plus que ça. Ça fait, j'ai commencé avec les premiers cours que j'ai donnés à l'Université Laval. C'était un cours qui s'appelle Complexité, conscience et gestion, que je donnais avec un autre professeur, Mario Caillé. Et ça a commencé au début des années 80, non, vers la fin des années 90. OK, bon, ça fait 20 ans et plus. Oui, c'est ça. Donc, justement, cette passion-là pour le dialogue, vous l'avez développée par la découverte vous-même de qu'est-ce que c'était. On a découvert dans votre livre différents experts, dont Mario Côté, c'est ça? Caillé, qui est aussi un expert dans ce domaine-là. Donc, avec toute cette connaissance-là, puis vous avez aussi vécu vous avez travaillé avec le dialogue, là, vous avez un métier là-dedans, ça paraît dans votre livre avec les exemples que vous donnez. Donc, pourquoi avez-vous choisi de vouloir publier sur ce sujet-là? Oui. Écoutez, le sujet m'a assez passionnée que j'ai fait un doctorat dessus. Alors, c'est pour ça que vous avez beaucoup de références. Je me suis intéressée à la philosophie, à la psychologie. Mais, en fait, si j'ai écrit le livre maintenant, c'est un peu à cause de M. Trump.
Ah bon? Quand j'ai entendu son discours, Oui. je me suis dit, c'est trop grave, il faut qu'on se parle. Oui. Alors là, j'ai dit, mais il faut qu'on se parle, pas juste se parler entre gens qui sont dans leur bulle de filtre et puis qui pensent la même chose, mais il faut qu'on soit capable d'aller vers les autres qui ne sont pas de la même idéologie et voir ce qu'on a de commun comme être humain. Alors j'ai dit, il faut faire des ponts, il faut arrêter de démoniser celui qui ne pense pas comme nous, et je pense que c'est le temps que j'en parle. En même temps, je me disais, c'est très dangereux, la réflexion, et particulièrement la réflexion en groupe, en prend pour son rhume maintenant qu'on a l'impression qu'on est en communication avec des j'aime pas, avec des textos. On a l'impression qu'on se parle, mais ça cache une grande ignorance. Puis une grande solitude, puis une grande incapacité justement d'exprimer et d'échanger. Et c'est ça, donc on vit dans une époque où on s'attend justement à de grands bouleversements, des transformations pas juste numériques, mais sociétales, où l'enjeu de la société nécessite justement beaucoup de collaboration. Donc, votre livre parle beaucoup de collaboration. Alors, justement, avant d'aller dans ce volet-là, parce qu'il y a le dialogue avec soi-même, et il y a le dialogue collectif. Alors, allons expliquer comment vous avez conçu votre livre, comment vous l'avez développé, parce que vous invitez les gens à travailler un petit peu. C'est pas juste de la rhétorique, là. Non. C'est vous les invitez à faire des prises de conscience. Oui. Après avoir fait plus qu'un survol, avoir étudié toutes sortes de méthodes sur le dialogue dans un couple, ou bien alors le dialogue de groupe, le dialogue intérieur, je me suis dit, c'est pas des recettes dont on a besoin, c'est de développer l'esprit du dialogue. OK. Et toute la première partie du livre, c'est 6 invitations que je fais aux lecteurs pour développer l'esprit du dialogue. Ça veut dire, quand on a l'esprit du dialogue, on peut être malhabile ici et là, on peut ne pas bien communiquer, mais on est animé par un esprit de dialogue. Alors, c'est comme ça que le livre est construit. Et l'esprit du dialogue, ça comprend d'abord de savoir reconnaître nos présupposés. Oui. Et c'est tout un travail. Alors, c'est pour ça que j'invite les gens à observer les présupposés. On dit souvent, il y a des suppositions qu'on a, puis il y a des suppositions qui nous ont. C'est-à-dire qu'ils nous font réagir, mais on ne sait pas qu'on les a. Juste vous rapprocher un petit peu de moi, parce que les gens ne voient pas. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans ce sens-là, donc vous donniez des exercices, puis il y en avait un en particulier, justement, de se prendre un peu de recul, puis tenter de s'observer, qui m'a beaucoup rappelé certains, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, les 4 accords Toltec, tu sais, de prendre cette distance-là, puis pas prendre les choses personnelles, mais faire l'inverse aussi, c'est-à-dire pas se laisser biaiser dans nos opinions par des acquis, justement, des présuppositions que vous dites. Très intéressant. Donc, vous avez fait des invitations aux gens de prendre prise de conscience. De développer 6 aptitudes qui sont les aptitudes qui sont derrière la capacité de dialoguer. OK. Poser des questions, quand on sait que les gestionnaires posent des questions pour faire avancer leur organisation, mais poser des questions dans un esprit de curiosité chaleureuse. C'est pas la même chose que faire une interrogation. Non. Alors, la curiosité chaleureuse, ça veut dire quoi? Et puis, alors ça, c'est une autre des dispositions à développer. Il y en a quelques-autres aussi. C'est ça, quasiment chaque petit chapitre, il y a des exercices pour vous. Donc, il y a un aspect pratique au livre. C'est sûr que vous parlez beaucoup, donc on comprend que ça demande un effort. Donc, c'est pas un livre qu'on lit sur le coin de la table. On prend le temps de, justement, apprendre qu'est-ce que c'est, le dialogue, ce qui est très intéressant. Comment ça peut nous servir individuellement face à l'autre, face à soi-même également. Et toute la dimension collective qui, comme vous l'avez dit, à l'heure où on vit présentement, où il y a des enjeux majeurs, plus que jamais, la nécessité de travailler ensemble pour construire un monde meilleur. Donc, à quelque part, il y a une velléité chez vous de contribuer à votre façon, par votre savoir et vos exercices, à aider les gens à pouvoir aider le monde. Oui, à développer leur conscience. Parce que moi, c'est le développement de la conscience qui me fascine. J'ai toujours été intéressée dans le développement de l'adulte, parce que le développement humain, le développement de l'adulte, c'est ma passion, à développer ces habiletés de haut niveau. Et l'auto-observation est une habileté de haut niveau. Alors, oui, c'était le but de mon livre, que les gens apprennent que
comme disait Edgar Morin, le grand sociologue et philosophe, soyons frères, non pas parce que nous serons sauvés ensemble, mais parce que nous sommes perdus ensemble. C'est bon, ça. Et dans le moment, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Oui. Puis tellement apprécié, M. Edgar Morin, oui. Je vous écoute, c'est ça. Alors, on a une pratique à Montréal. Je donne des cours d'introduction au dialogue de Bohm, ce scientifique qui a vraiment eu une éclair de génie dans sa façon de concevoir le dialogue. Et ces pratiques-là nous apprennent à nous ouvrir et à aborder des questions difficiles, non pas par le débat, mais par la curiosité, par le questionnement, puis par la co-création d'un sens nouveau. C'est ça. Oui, oui, oui. Et pour ça, pour être capable de vivre l'esprit tranquille avec des opinions différentes, il faut être capable d'avoir des dialogues avec soi. Et alors, c'est pour ça que j'ai mis une section sur le dialogue intérieur, parce que si on n'a pas rencontré nos personnages intérieurs, le bourreau qu'on peut avoir en soi, la femme de petite vertu, les fameux archétypes qui sont inspirés de Jung, là, donc encore une fois, toute la psychiatrie qui vient à l'aide pour qu'on comprenne qu'on n'a pas une personnalité unique, mais au contraire qu'on est habité avec multiples personnalités qui se manifestent dans différents environnements. Puis toute la question de nos présuppositions qui peuvent aller jusqu'aux préjudices, tu sais, qu'on a des biais envers certaines personnes, envers certaines situations. Vous donnez l'exemple de l'homosexualité, c'est tellement quand même connu, cet aspect-là. Mais vous donnez aussi d'autres exemples, d'autres situations de mise en contexte par le travail que vous avez fait avec des groupes. Donc, il y a un aspect dans le livre qui nous permet de comprendre comment ça s'applique. Oui, exactement. Donc, c'est intéressant pour ça. J'ai travaillé dans les organisations avec le dialogue de Bohm. Le problème, c'est que l'invitation est d'aller vraiment au fond. Et des fois, quand le bas blesse, les organisations se referment. Mais ma thèse de doctorat était sur le dialogue de groupe, mais avec des gestionnaires, non pas dans une même organisation, mais c'était 16 gestionnaires qui venaient de 16 organisations différentes. Et ils ont développé la capacité de dialoguer très en profondeur. Probablement parce que les organisations étaient choisies de façon à ce qu'elles ne soient pas compétitives l'une avec l'autre. Alors, il faut quand même créer un climat sécuritaire, que ce soit un dialogue en tête-à-tête ou un dialogue de groupe. Il faut créer un climat sécuritaire pour aller plus loin. En tout cas, il y a plein d'exemples dans le livre, comme dans un cas, il y a un monsieur qui en fait, au lieu de répondre véridiquement, répond faussement en se disant que ça va stimuler la discussion. Mais ça a des effets sur la perception que les gens ont de nous du côté de l'authenticité, qui est une caractéristique fondamentale pour permettre justement des échanges. Donc, c'est un livre vraiment intéressant. Encore, un des petits trucs que moi, je vais certainement investiguer, parce que vous faites référence à des grands, là. Puis il y a dans l'aspect pratique du livre, il y a la référence au journal intensif. Je ne sais pas si vous voulez l'expliquer, puis la valeur de ce journal-là. Le journal intensif de Ira Progoff, c'est la personne qui l'a conçu, qui est un Jungien. Donc, pour lui, c'était important de pouvoir travailler avec les aspects de l'âme, pas seulement... la psychanalyse nous amène jusqu'à un certain point, mais il a ajouté les aspects spirituels aussi. Et c'est un journal qui a plusieurs sections où on peut mettre nos rêves, où on peut mettre nos dialogues, où on peut mettre des événements, on peut mettre les résultats de nos méditations. Mais il y a une section dans ce journal-là qui s'appelle « Dialogue avec », et là, c'est le dialogue soit avec son travail, avec la société, avec son corps, avec une personne, et on relate les dialogues intérieurs qu'on peut avoir. Par exemple, souvent, avant de rencontrer une personne, on va avoir un dialogue avec cette personne-là dans notre tête. On imagine moi je l'ai eu un petit vis-à-vis vous avant de venir ici. Comment est-elle? Est-ce que je vais avoir des bonnes questions? Parce que pour moi, votre livre a une caractéristique intellectuelle, je dirais pas scientifique, mais il y a du travail de réflexion profonde là, dans votre livre. Donc oui, j'ai eu un petit dialogue avec moi-même. Oui, c'est drôle. Alors, ces dialogues-là, des fois, ça vaut la peine de les écrire. Et justement, je donne un exemple de dialogue intérieur dans le livre. Alors, tout ça... si on a rencontré nos personnages... Alors, c'est ça l'idée du journal intensif, c'est d'oser
tout se dire à soi-même. C'est un journal qui est très secret. Ce n'est pas un journal qu'on écrit pour que d'autres nous donnent du feedback. C'est vraiment les profondeurs de l'âme. Et puis, on peut être désespéré comme on peut être en pleine exubérance dans ce journal-là. On peut parler au quotidien, mais on peut faire des retours sur sa vie. L'idée, c'est de faire des liens. Alors, on peut regarder, par exemple, il y a une question qu'on peut se poser. De quelle façon est-ce que la période que je vis actuellement est en écho à une autre période? Alors, tout ça, pour moi, et Irak Progroff est un grand modèle, c'est de développer une conscience plus fine, une conscience qui est capable d'être élargie, d'être capable de faire des distinctions et de vivre dans un monde multiculturel, multisexuel maintenant. Oui, c'est vrai. Non, c'est tous des acronymes qui finissent plus, là, ouais. Et d'être capable, dans celui qu'on va considérer mon frère ou ma sœur, ou celui comme moi, d'être capable d'inclure de plus en plus de gens de qui je dirais spontanément il ou elle est comme moi. Okay. Alors, à qui, donc le livre, encore une fois, Vivre en dialogue à l'ère du texto, publié chez les presses de l'Université Laval, préface de Serge Marquis, qu'on connaît très, très bien, qu'on adore. À qui est-ce qu'on offre ce livre-là? Pour vous, qui aimeriez-vous que ce livre-là sensibilise ou apporte un enseignement qui pourrait les transformer? Oui. Mon public, si on veut, depuis 20 ans, a été surtout des gestionnaires, des leaders dans le monde organisationnel, mais des leaders qui voulaient vraiment aborder la complexité puis le développement de la conscience. Alors, je dirais, c'est des gens qui ont déjà fait un cheminement, mais qui veulent vraiment aller plus loin. C'est des gens, c'est pas, j'ai essayé de ne pas être du tout dans un ton académique, d'ailleurs. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un livre qui nécessite qu'on prenne le temps. Oui. C'est pas un roman qu'on attend la suite, là. Il y a beaucoup de réflexion, justement. C'est dans ce sens-là que je le vois comme intellectuellement, un peu académique, non? J'ai fait beaucoup de coaching avec des cadres aussi. Et les exercices de réflexion que je propose sont tirés beaucoup de ma pratique de coaching. Excellent. Alors, le livre s'adresse, je dirais, à un public réfléchi. Oui. Et d'ailleurs, ça avait été intéressant en choisissant un éditeur. Oui. J'avais proposé à un éditeur avant les presses de l'Université Laval qui me disait toujours c'est pas assez grand public, c'est pas assez grand public. Et j'ai essayé de comprendre, mais effectivement, c'est quoi mon public? Alors, c'est pas nécessaire d'être allé à l'université. Si vous avez vraiment un besoin de comprendre, si vous êtes vraiment une personne qui réfléchit et qui aime réfléchir avec toutes les parties de vous-même, avec une ou deux autres personnes et avec des groupes. C'est ça, c'est le désir de comprendre, le désir de se développer dans toutes les facettes de son humanité. Et comme ça, on peut être en dialogue. Et le dialogue, c'est ça, c'est aussi la possibilité d'entretenir des relations riches. Oui. Parce qu'on s'ouvre à l'autre, on écoute l'autre, l'autre s'ouvre à nous, on échange, on découvre des choses ensemble dans ce sens plus simple, mais finalement, c'est un outil, le dialogue, qui permet d'enrichir les relations. Oui, alors, ce que j'aime, la définition du dialogue que j'aime le plus, rejoint ce que vous dites, c'est celle de Martin Buber, le philosophe du dialogue, en fait, qui dit le dialogue, c'est la rencontre. Le dialogue se fait dans la mutualité vivante. Je ne garde pas de réserve, je suis en mutualité avec un autre être humain avec qui j'échange, puis à un moment donné, c'est pas que je dis quelque chose ou que l'autre dit quelque chose, mais ça se dit entre nous. Il y a une source qui commence à agir. Puis tout le monde a eu des conversations extraordinaires à un moment donné où on a l'impression que le temps compte plus, où on a l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est parce qu'on se donne à l'expérience l'un et l'autre. Donc peut-être qu'on peut revenir au titre justement sur cette note-là, parce que le texto, il y a ses limites. Hein? Il y a des avantages à la communication. On ne dénigre pas l'outil, mais pour aller chercher un niveau de profondeur, peut-être qu'on peut envisager d'autres techniques. Donc, moi, je le recommanderais, si je peux me permettre, justement, comme vous, à tous les coachs qui travaillent en gestion. Ça peut être une nouvelle arc ajouté à votre répertoire. Justement, les gens d'introspection qui sont ouverts à se regarder, s'observer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant personnellement, justement. Puis, je vais me servir, en fait, de certaines choses du livre dans un projet dans lequel je travaille. Donc, un livre très petit, très facile, mais très agréable. Donc, je vais vous montrer la photo.
Le lancement était hier, alors oui, il est encore tout chaud. Il est tout chaud. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors, bonne lecture. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite de très belles découvertes, de très belles rencontres avec votre livre et souhaitons que vos objectifs profonds se réalisent, de pouvoir aider les gens à vivre plus en harmonie et plus en collaboration. Oui, merci beaucoup de m'avoir interviewé. Ça fait plaisir d'en parler. Alors, si vous êtes intéressé au dialogue de groupe, je donne des formations. Et oui, avez-vous des coordonnées, justement? Avez-vous un site web? Dans le livre, sur LinkedIn? Oui, non, sur Facebook, Nous en dialogue. Nous en dialogue sur Facebook. Vous êtes sur LinkedIn également. Oui. Alors, Marie-Ève Marchand. Alors, bon succès à vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir.